Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de YOLO Hacker, YOLO Space Hacker. Et ici, on s'était arrêté à la quatrième porte qu'on va devoir brute force avec RockYou. Alors, on doit se connecter sur la quatrième porte. Là, on a juste à modifier 4. Ensuite, quand tu presses le bouton, le mot de passe est envoyé au serveur. Bon, là, il nous explique en gros comment c'est fait via un formulaire en poste. Quand tu presses le bouton une lecture du code source du formulaire de la porte accessible par un clic droit, clic doigt, il y a un R qui manque, sur la page web permet d'identifier que le mot de passe est contenu dans le champ ID. Donc là on peut voir, clic droit, view source. Hop, on peut voir ici, voilà. Ici donc forme c'est le formulaire. D'ailleurs la fin du formulaire il est où Il est en bas, il est là. Et on peut voir que du coup, ce qui est envoyé, c'est... alors attendez, classe, type texte, name, ID, value. Là pour l'instant c'est rien, c'est ce qu'on aura mis dedans là qui va être envoyé. Hop, c'est mission. Contenu dans le champ ID. Bah, de toute façon là il nous l'explique champ par champ. Une requête envoyée au serveur ressemble à ça. Nickel. Avec ID est égal au mot de passe qu'on a donné. Avec l'URL du serveur, le nom des champs qui contient le mot de passe est une liste de mots de passe. Nous allons générer des requêtes en boucle. Il y a un L en trop. Voilà, je fais vraiment le mec chiant qui relève les erreurs, mais ce sera fixé dans les prochaines mises à jour. C'est juste des petites erreurs de frappe. Via l'outil de brute force. L'outil va envoyer des requêtes post à l'adresse de notre page avec des champs ID puis password. En gros, on va essayer de brute force le mot de passe en remplaçant l'ID par chaque ligne de notre fichier RockYou. Le mot de passe de cette porte est une variation autour d'un mot de passe présent dans le top 10 de la liste RockYou. Ouvrir le lien avec ta souris. Ok. Donc là, c'est pas la RockYou complète, parce que la complète elle fait 14 millions de lignes. Ouvre l'outil de brute force. Choisis la liste parmi les trois listes prédéfinies. Ok. L'outil va générer des variantes. Robert va donner Robert. Ok. Entre l'URL du serveur, le champ à forcer déjà mentionné, positionné sur l'ID, lance le brute force. Pour chaque mot de passe, l'outil affiche le résultat de la requête. 200 c'est que ça a été trouvé. 403, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est. 404 c'est not found. Ainsi que la longueur de la page HTML de la réponse. Si un mot de passe permet d'obtenir une réponse différente des autres, c'est peut-être un succès. Et là, il nous donne plus d'informations sur RockYou si on va aller voir. Guide du hacker. Voilà, il nous explique ce que c'est que RockYou. Voilà, là ils disent que dans Kali, le fichier, les IP, il rangeait tout ça. Donc là, en vrai, c'est vraiment une bonne base d'informations pour les débutants, pour savoir... pour en savoir plus sur une notion, en fait. Alors, on va lancer le brute force. Word list, on veut RockYou, donc on va charger là-dedans. On veut DOR 4. Et le champ à brute force, c'est ID. Et bah, je crois que c'est eu ça. Hein. Donc là, c'est la taille de la réponse. Ça va prendre un peu de temps. Je sais pas si... Non, on peut pas modifier le nombre de threads qui est lancé pour que ça aille plus vite. Ça fait quoi, dump? Je sais pas. Ici, on peut voir que password 00 machin, il a une valeur différente. On peut arrêter le brute force, ok. Ah, dump, ça va afficher... Ok, ça va afficher la réponse. Je crois. Yes. Donc là, on a réussi à brute force avec le mot de passe et il nous donne le flag qui est celui-ci. Donc on va directement l'ajouter dans nos flags. Hop. Valide. Trouve un champ caché dans une page HTML. Ah, c'est pas du tout ça en fait, c'est pas ce flag là. Merde. Flûte. Est-ce qu'il faut que je récupère le mot de passe? Parce que si je fais dump là, il se passe quoi en fait? Ah mais il est... Non. Non. Il est où notre flag? Flag RockYou list.
Ok, c'est juste que je l'avais pas vu, mais du coup j'ai un autre flag qui, en fait, qui était caché là. Hop. Un petit succès Rockyu. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que entre l'épisode précédent et celui-ci, je suis allé voir dans les options du jeu, directement dans les fichiers du jeu, et j'ai vu qu'il y avait un flag dedans en fait. Donc, on fera ça plus tard, je vous montrerai, parce que là, j'ai pas de quoi filmer directement mes fichiers sur mon bureau, mais je vous montrerai dans un autre épisode quand j'aurai mis ça en place. Il y a un flag carrément dans les fichiers du jeu, donc le jeu il n'est pas basé uniquement sur ce qu'on voit sur l'écran directement dans le jeu. On peut aussi aller chercher directement dans les fichiers du jeu pour récupérer des flags. Ça c'est sympa. Et c'est pas de la triche, hein, c'est un flag qui a été mis là exprès pour qu'on aille fouiller dans les fichiers du jeu. Peut-être que par la suite c'est indiqué, ou peut-être que c'est un easter egg, quelque chose, je sais pas trop. Parfait, donc on va continuer. La liste Rockyu et la liste de mots de passe de référence lors de conventions de hackers. Et sur les serveurs d'entraînement, donc les CTF, nous l'utiliserons souvent. Pour éviter les attaques par dictionnaire, les serveurs bloquent généralement les comptes au bout de 5 erreurs ou en moins d'une minute. Et un hacker pourrait lancer 3 attaques par minute et ne pas se faire repérer. Ok. Ce qui a caractérisé le vol de données de l'entreprise Rockyu, c'est que les mots de passe étaient stockés en clair dans la base de données et non hachés. Une énorme erreur, un professionnel ne conserve jamais un mot de passe en clair, il enregistre un hash. Donc là il nous explique que c'est un hash, c'est une valeur calculée par une fonction mathématique à partir d'un mot de passe de l'utilisateur. Par exemple, le hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6, calculé avec MD5, se donne ceci. Et à savoir que, peut-être qu'il va le dire après, mais une fonction de hachage ne peut pas être réversible. C'est-à-dire qu'à partir de ça, il n'y a aucune fonction mathématique qui existe pour revenir là-dessus. Et du coup, pour brute force, comment est-ce qu'on fait? Pour brute force un hash, on va juste prendre une word list de mots de passe en clair, on va les hasher, et on va comparer le résultat du hash obtenu avec le hash qu'on aura trouvé, par exemple, dans la base de données. S'il correspond, c'est que c'est le même mot de passe, ou bien une collision, mais on va en rester là, ou bien si c'est pas identique, c'est que c'est pas le même mot de passe. Il faut savoir aussi que du coup MD5 maintenant est deprecated parce que il y a beaucoup trop de collisions, il est plus du tout sûr. Quand l'utilisateur saisit son mot de passe, le logiciel calcule le hash, voilà, en gros il l'explique. Le serveur compare le hash avec celui qu'il a enregistré dans sa base de données. Si les deux hash coïncident, c'est que l'utilisateur connaît le mot de passe, il est authentifié. Si un curieux intercepte les messages, il ne verra pas le mot de passe, juste un hash. Ne connaissant que le hash, il est compliqué de retrouver le mot de passe. Un des premiers algorithmes de hash s'appelait MD5, il était très utilisé par le passé, mais avec la puissance du processeur actuel, il est devenu trop facile de craquer et nous utilisons désormais des fonctions plus complexes comme SHA-1 ou SHA-256. La taille du hash augmente avec la complexité, tu peux calculer les hash de 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec les fonctions MD5, SHA-1, SHA-256 sans combien qu'on dans un terminal machin. Les hash plus longs sont ainsi plus compliqués à casser, mais il est toujours très facile de calculer les hash de la liste de Rockyu. Là on peut faire un petit exemple. Si on écho cross en MD5 sum, je crois qu'il faut mettre -n pour pas qu'il ajoute un backslash n dessus pour pas ça doit être ça du coup, parce que eux ils le font avec printf. Normalement si je fais avec printf cross, ça doit donner la même chose. MD5 sum, yes. Aussi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez générer un hash, faites-le depuis votre terminal, parce qu'il y a des sites qui permettent de générer un hash automatiquement, sauf que faut faire très attention, parce que si vous générez un hash sur ce site, enfin sur un site spécifique, le site va sauvegarder le hash que vous avez enregistré, pour ensuite, si jamais quelqu'un veut craquer le hash, bah, ils l'ont dans leur base de données. Du coup, ne hashez jamais un mot de passe que vous utilisez sur un site spécifique pour générer des hashes. Faites-le directement dans votre terminal. Les hash plus longs sont ainsi plus venir, ça on l'a vu. Le logiciel John the Reaper est un spécialiste du cassage de hash à partir des listes de mots de passe. J'en profite encore pour faire ma pub et vous dire que sur mon blog, vous pourrez retrouver un article qui parle de John the Reaper et comment l'utiliser. Je pourrais vous mettre mon lien de mon blog en description de cette vidéo. On va enlever le externe.
Alors, notre client effectuait des sauvegardes régulières de hash de mot de passe. Il nous a communiqué le hash de la dernière porte, qui est ceci. Donc je pense qu'il va nous expliquer la structure du hash. Ah non, même pas. Ok. Ok, mais en gros... Si c'est indiqué là, non, quand même. Même pas. En gros, le hash, un hash peut être... enfin, il y a une structure. Le premier, en fait, c'est spécifié avec des dollars. Donc là, on voit qu'il y a 3 dollars. Un ici, un ici, un ici. Le premier dollar, c'est le type de hash. Donc $1, ça correspond... Je crois que c'est du... Je peux pas dire de conneries, c'est peut-être du MD5. Je sais plus. En gros, le premier dollar, c'est le type de hash. Ensuite, c'est le cell. Ici, on a un cell, qu'on appelle salt en anglais. Et ici, c'est le hash. Le cell, ça permet de renforcer un peu le hachage. Par exemple, si deux personnes veulent hasher, par exemple, le mot de passe qui s'appelle password en MD5. Du coup, on va hasher le mot de passe password, mais le problème, c'est que le hash va être identique, puisque c'est le même mot de passe. Par contre, si on rajoute un cell devant, un salt, bah alors on va utiliser ce salt pour l'ajouter au mot de passe à hasher, et on va obtenir un hash différent. Je sais pas si c'est très utile, mais en gros, c'est qui veut dire que normalement le cell il est défini de manière aléatoire, et du coup pour deux mêmes mots de passe, si on a un cell différent, alors le hash sera différent, même si le mot de passe est identique. Bon là c'est un peu des explications comme ça, mais alors connecte-toi sur, on va continuer, connecte-toi sur la porte 5, une fois cette dernière ouverte, tu pourras accéder au couloir central du vaisseau. Notre client effectue des sauvegardes régulières de la base de données qui contient des hashes de mot de passe, il nous a communiqué le hash de la dernière porte qui est celui-ci. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je voulais le noter ici au niveau des notes, mais apparemment il n'y a pas la peine. Nous allons utiliser le programme John the Reaper afin de retrouver le mot de passe à partir de son hash. Pour exécuter ce programme, tu vas avoir besoin de ton terminal. Donc, ouvre ton terminal, la première chose à faire est de mettre le hash du mot de passe donné par le client dans un fichier afin que le programme puisse y accéder. La commande qui permet d'écrire un fichier texte et d'y coller la chaîne est echo. Nous allons appeler notre fichier pass.txt. Tu vas ainsi copier-coller dans le terminal la séquence suivante. Est-ce qu'il y a nano? Est-ce que c'est des flags? Oula. Ok, je vais pas commencer à aller sur le système parce que je vais me perdre, je vais essayer de plein de trucs. Est-ce qu'il y a nano? Oh, il y a nano, c'est beau ça. Ok. Bon, c'est juste, ok, je fais juste mes tests. Donc on va ajouter notre hash dans un fichier qu'on va appeler pass.txt. On peut pas faire CTRL-V, il faut faire clic droit et coller. Donc là maintenant, si on affiche le contenu de pass.txt, on a notre hash. Et ensuite, on va appeler John sur notre fichier pass. Oh, il y a l'autocomplétion aussi, mais c'est beau ça. Donc là, en gros, on a appelé John sur notre fichier password. Il a réussi à charger le hash dans John. Il a détecté que c'était du MD5 crypt. Et il a tenté un brute force dessus et il a trouvé que le mot de passe c'était princesse. Donc là ils nous disent que après on peut directement afficher le mot de passe. Il nous dit que c'est princesse. Et John a listé les mots de passe sous la forme utilisateur .password. Nous, comme on n'avait pas indiqué l'utilisateur, il a mis un point d'interrogation. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Et du coup, on a trouvé que le mot de passe était princesse. Et du coup, on va aller sur door 5. Et on va entrer princess. Ok. Flag John John. Hop, entrée. Ah, on est obligé de cliquer sur check. Ok. John the Reaper, nouveau petit success team. Excellent. C'est bien la peine d'installer 5 portes étanches pour un blindage de 19,5 cm pour les sécuriser avec des mots de passe aussi simples. Placer le hash d'un mot de passe présent dans une liste se fait sans difficulté. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose, débrouille-toi pour que les mots de passe que tu utilises ne soient pas dans une de ces listes. Yes.
Dans les années 80, les hash des utilisateurs étaient stockés dans le fichier /etc/passwd des serveurs sous Unix. Ces fichiers avaient et a toujours la particularité d'être lisibles par tout le monde. Vu le risque que cela impliquait, dans les années 90, les hash ont été déplacés dans le fichier /etc/shadow, qui lui n'est en lecture que par l'administrateur. On peut faire un test. Ici, on peut pas juste augmenter la taille en hauteur là. Il est un peu petit le shell, je trouve. Bon, CTRL L, 4/etc/passwd, normalement tout le monde peut le lire. Du coup, on peut voir les utilisateurs qu'il y a sur la machine. Par contre, si là on est ID, on est un simple utilisateur YOLO. Si on tente etc shadow, on aura un permission denied parce qu'on n'a pas les droits. Si on regarde ls-la sur /etc/shadow, on peut voir qu'il n'y a que root qui a le droit de lire et écrire dedans et shadow qui a le droit de lire. Les autres, on peut rien faire. Alors, quand tu arrives sur un serveur, un des premiers fichiers que tu regardes est /etc/passwd. Ce dernier te donne une masse d'informations sur les comptes utilisateurs. Regarde dans ton shell à quoi ressemble ce fichier. Tu peux essayer de lire, c'est exactement ce qu'on a fait, le fichier /etc/shadow, mais normalement seul l'administrateur possède les droits. Donc là en fait, dans /etc/passwd, tous les utilisateurs qui ont un ID, donc ici, supérieur à 1000, sont des utilisateurs pour lesquels on peut s'authentifier, normalement. Des utilisateurs humains, on va dire. Root, il a tout le temps l'ID 0. Donc, pour montrer un peu la structure d'une ligne dans /etc/passwd, le premier, c'est le nom d'utilisateur, ici. S'ils sont tous séparés par 2 points. Premier, c'est le nom d'utilisateur. Le deuxième, normalement, c'est le hash. Mais comme il a été expliqué avant, maintenant, le hash, il est plus... Quand il y a un X, c'est qu'il est plus dans le fichier passwd mais dans le fichier shadow. Ici c'est l'ID de l'utilisateur, l'ID du groupe. Je crois que là ça doit être ensuite là, ça doit être une description de l'utilisateur. Donc là ils ont remis le nom de l'utilisateur. Ici c'est le home de l'utilisateur, le dossier répertoire de base de l'utilisateur. Et ici c'est le shell de l'utilisateur. Donc on peut voir que root, bon, on peut se connecter. Démon. Donc ça c'est les utilisateurs système, normalement on n'y a pas accès, on a des no login dessus. Et on peut voir que ici, du coup, à partir de là, non pas celui-là, Node, c'est un utilisateur de base, on peut se connecter dessus. YOLO aussi, c'est nous actuellement. Et on a d'autres utilisateurs, donc Supervisor, Man in the Middle Proxy, User 1, User 2, User 3. Ok. Et pareil, si on fait un ls-là sur le /etc/passwd, hop, on peut voir que là, on ne peut toujours pas le modifier, il n'y a que root qui a le droit de le modifier, mais nous, on a le droit de le lire. J'ai pas passé là-dessus, mais pour ceux qui savent pas de quoi je parle, ici, en fait, ce sont les droits qu'on a sur le fichier /etc/passwd. R qui veut dire read, W qui veut dire write, donc écrire, et normalement ici on a des fois un X qui veut dire execute, et du coup ce sont les droits pour chaque type d'utilisateur. Ici normalement des fois par exemple quand on a c'est les liens spéciaux, quand on a un répertoire ici on aura un D, quand on aura par exemple un lien symbolique, je sais plus, je crois que c'est un L, quand on en a un... je sais plus, vous irez voir, il y a peut-être au niveau ici, au niveau des droits. Oh là là. Je peux pas faire un CTRL F ici. Droit. Les droits des utilisateurs. Command shell. Fiche les droits. Voilà, ligne nous voilà. Moi je voulais expliquer comme ça en mode un peu à la va-vite. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller dans le menu là du Hacker Guide. Tout est extrêmement bien expliqué. On peut voir ici. C'est ce que je vous ai dit, mais de manière beaucoup plus précise. Parce que moi, mes explications, je les fais à la va-vite, je parle vite, je bafouille. C'est pas tout le temps très clair, donc n'hésitez pas à aller voir directement ici, ou même sur internet. Il y a des très bons articles dessus. Est-ce que... Non. C'est pas indiqué au niveau des droits, je sais pas trop. Je sais pas. Disposer des droits... Je sais pas. En tout cas, ici, c'est
les droits de l'utilisateur, donc du propriétaire du fichier, donc ici c'est root. Les droits du propriétaire du fichier, donc là on peut voir qu'il peut lire et écrire. Ensuite c'est le groupe auquel appartient le fichier, ici le groupe c'est root, ils ont que le droit de lire, et ici le tout dernier, les 3 derniers, ce sont les autres, tous les autres, donc ceux qui ne sont pas dans le groupe et, et qui n'est pas propriétaire du fichier, n'ont que le droit de lire ce fichier. Donc là je fais des apartés, mais n'hésitez pas encore, comme je vous dis, à aller vous renseigner. Je parle beaucoup, dites-moi si dans les prochains épisodes ça vous dérange que j'explique autant, si vous préférez aller voir par vous-même, ou si bien ce genre d'explication vous aide et que je dois continuer comme ça. Ok, il y a Dark Sasuke qui arrive, désolé de vous interrompre. Attention à vous, un pas de plus et la mission est finie. Ce que vous voyez suspendu au plafond est une mitrailleuse à double canon modèle HPD A2 de chez Wildback Inc. Ça rigole pas, hein. Merci Captain. Nous allons faire attention. Il me semble que le logiciel de commande de cette tourelle est une vieille version avec une faille de sécurité facile à exploiter. Trouver une faille en partant de zéro est un métier compliqué et demande une grande expérience. Par contre, exploiter une faille déjà référencée et documentée, c'est beaucoup plus simple et ça nous arrange bien. Quand un chercheur en sécurité découvre une faille, il en informe l'éditeur et il attend que ce dernier ait corrigé la faille pour publier sa découverte. Une fois le patch disponible, la faille est documentée, des exemples d'exploitation sont disponibles et le tout est rendu public. Là, les hackers Black Hat peuvent se faire plaisir à pas cher. Gare au serveur non patché accessible sur internet. Quand la faille Drupal Guedon 2.0 a été rendue publique en 2018, plus d'1 million de serveurs web accessibles librement sur internet étaient vulnérables. 2 mois plus tard, plus de 110 000 serveurs n'étaient toujours pas patchés. Une fois un serveur compromis installé, le patch ne va pas fermer les backdoors qui auraient pu être installés, il faut complètement réinstaller le système. L'objectif numéro 1 des administrateurs est donc d'avoir toujours les derniers patchs de sécurité installés. Ici nous allons identifier la version du logiciel sur le serveur et regarder sur exploit.db comment l'exploiter. Il est indispensable de bien comprendre l'exploit pour pouvoir se l'approprier et l'adapter à notre besoin. Tu vas exploiter une faille sécurité bien connue du logiciel de la tourelle pour récupérer la liste des utilisateurs. Ensuite, tu vas utiliser un nom d'utilisateur accrédité pour identifier et désactiver la tourelle. Regarde les directives dans l'onglet Mission. Bon, là, ça risque de prendre un peu de temps. Du coup, je pense que pour l'épisode, là, on n'est pas trop mal. Du coup, dites-moi dans les commentaires si je dois continuer mes explications comme je le fais un peu, ou bien si je vous laisse chercher par vous-même et que je considère que c'est à vous d'aller faire les recherches de votre côté. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et bon hacking de votre côté.